Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Juste après, là, on va faire venir une autre intervenante qui a un parcours assez intéressant. Alors, on me dit qu'il y a des problèmes de son. Non, c'est bon? C'est réglé? Ouais. Quelqu'un qui a un profil assez intéressant, une jeune femme, Mathilde Himer. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, j'espère que je ne fais pas d'erreur. On va activer sa caméra. Je crois qu'elle est déjà arrivée. Elle a 30 ans, elle a déjà, je pense, un CV long comme plein de bras. Une militante très active, surtout membre de la Convention citoyenne pour le climat, du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Et puis, beaucoup d'engagement. On va parler avec elle de plein de sujets. Et je pense que… Alors, je vois que vous êtes là, Mathilde. Tu es là, Mathilde. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, on est 150 environ sur Twitch à suivre et tout le monde est là. Donc, n'hésitez pas sur Twitch à poser vos questions. Alors, je voulais justement te demander effectivement donc, à nous raconter un peu qui tu es, ton parcours, tes engagements, et puis on reviendra après sur la Convention citoyenne, voilà ce que tu en penses, et puis voilà, je te laisse la parole. Eh ben, bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous les Twitchers qui nous suivent et vraiment chapeau bas à tous les députés qui ont lancé cette initiative parce que je trouve que c'est dramatique qu'un débat parlementaire sur une loi aussi importante pour l'ensemble des citoyens et a fortiori les jeunes générations soit aussi contraint en termes de timing. Donc merci pour ça. Moi, en quelques mots, je m'appelle Mathilde, j'ai une trentaine d'années, j'ai 30 ans. Et à la base, je suis engagée sur les questions environnementales et climatiques parce que en découvrant les chiffres du GIEC et en les comprenant dans ma chair, ce que ça voulait dire vraiment, et pas juste en les ayant lus rapidement, depuis, je me lève un peu un jour sur deux en angoisse de ce que veulent dire ces chiffres. Parce que quand on les regarde avec réalité, ça fait froid dans le dos. Et un jour sur deux, avec plein d'enthousiasme, à se dire, mais en fait, il y a aussi un monde à réinventer, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus sympa, dans lequel on peut vivre, où il y a beaucoup plus d'attention aux liens humains, à la qualité des liens qu'on peut avoir les uns avec les autres, plutôt que de consommer comme des malades pour combler les espèces de vides intérieurs qu'on aurait. Et du coup, je me suis engagée sur les questions écolo d'abord, à la fois dans le milieu des ONG, à la fois côté gouvernement au moment de la COP 21, et puis côté médias aussi, avec On est prêt, qui s'est fait connaître notamment pour la campagne auprès des jeunes et la vidéo de l'affaire du siècle. Et juste à la fin de la COP 21, j'ai switché sur les questions de démocratie pour une raison simple, c'est que une fois cet accord de Paris fixé, il y avait un constat qu'on a fait avec pas mal d'amis sur le fait que maintenant ça se jouait au niveau des États, qu'il fallait que les États tiennent leurs engagements, les rehaussent pour que cet accord de Paris fonctionne et qu'on arrive vraiment au 1,5 degrés. Et on voit qu'aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Et le constat assez simple de faire que nos démocraties ne sont pas outillées pour gérer cette question du climat et du long terme. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint Démocratie ouverte et tout l'écosystème démocratie pour faire ce lien-là, finalement, entre écologie et démocratie. Ce qui m'a amené au moment de la crise des Gilets jaunes à pousser pour la Convention citoyenne avec un collectif où, au moment où le gouvernement nous opposait, écolo et Gilets jaunes, on a décidé de se rassembler, Gilets jaunes, écolo et acteurs d'évolution démocratique, et on a designé le processus de la Convention citoyenne, on a poussé auprès du gouvernement, et c'est comme ça que j'ai rejoint le comité de gouvernance de la Convention. D'accord. Ok. Donc, par ailleurs, tu es aussi très engagé sur d'autres sujets. Enfin, on m'a fait une super note, très longue, avec tous tes engagements en jaune, stabilité, tout ce que tu fais. Alors, moi, je me dis, c'est pas possible. Alors, on me dit dès 2011, fondatrice d'association d'étudiants et de jeunes pour le climat, Climate et le WARN. Voilà, donc, ton engagement, il est ancien, en fait. Oui, il est ancien et en même temps, j'ai commencé très tard quand on regarde la génération de Greta. C'est vrai. Oui, il commence à 14, 13, 15 ans. Et Oui. moi, cette génération me fait halluciner sur la lucidité qu'ils ont si tôt, avec une maturité politique qui parfois, je trouve, fait presque peur de voir que quelqu'un comme Greta se fait taper dessus dans les médias juste pour répéter ce que disent des scientifiques du GIEC, qui sont juste les scientifiques qui sont tous d'accord entre eux aujourd'hui sur le fait que
il y a quand même un enjeu de finalement qui sont les plus responsables aujourd'hui entre la génération Greta et la génération qui est au pouvoir. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Ah oui, bien C'est pour sûr. ça que je salue encore une fois l'initiative des députés qui ont organisé ça et puis de tous ceux qui soutiennent une loi plus ambitieuse aujourd'hui. Et j'espère que les députés de la majorité nous suivent et seront un certain nombre à ne pas suivre la ligne gouvernementale qui ne va pas du tout assez loin par rapport à ce qu'ont proposé les 150. C'est sûr. Alors, juste pour te dire, hein, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui te disent bonjour sur Twitch, qui te Salut. saluent, il y a quelqu'un, French Lolo, qui dit: tu as trop bien bossé, Mathilde, avec Cyril Dion. On peut vous démultiplier? Est-ce que vous avez fait une démultiplication? Parce qu'en fait, voilà, a priori, Je voilà, crois que si vous trouvez un sosie à euh, Cyril, il le prend, hein, volontiers. Ouais, on est un peu KO. d'accord, mais écoute, on va je ne sais pas si dans le programme du PJL Climat, la démultiplication, le clonage des militants écolos, je ne sais pas. Donc toi, tu es comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Et quel est ton regard aujourd'hui sur… alors, première phase, comment tu as vécu les échanges, les débats avec les tirés au sort? Pour le coup, ça a été un truc de dingue. Enfin, Ouais, vraiment, déjà, le premier jour, juste de voir ces 150 citoyens tirés au sort et de voir, finalement, c'est quoi cette mini-France quand on dit tirer au sort des gens sur 6 critères de ouais, sexe, d'âge, de niveau de diplôme, de zone géographique, etc. Bah, c'est beau de voir cette mini-France, finalement, déjà rassemblée. Et puisque le débat est à l'Assemblée nationale aujourd'hui, moi, ça me pose vraiment la question démocratique. Quand je compare les deux images, je ne peux pas m'empêcher de prendre conscience qu'il y a un problème en termes démocratiques. On voit bien qu'aujourd'hui, l'Assemblée est encore majoritairement une assemblée d'hommes, plutôt vieux, et avec des classes populaires qui en sont quasi absentes. Hein. Enfin, il y a zéro ouvrier, c'est 15 à 20% de la population française. Et donc ça, rien que ça m'a profondément émue. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter tous les élus et les députés, je suis loin de dire ça. Mais par contre, dire qu'il faut compléter la représentation nationale avec ce type de dispositif, l'expérience de la Convention et cette première séance m'a vraiment touchée là-dessus. Une autre chose qui m'a marquée dès la première session, c'est ce que les 150 ont appelé la baffe, la claque, ouais, l'électrochoc. Je ne sais plus quels autres termes ils ont utilisés, mais en gros, les 3/4 d'entre eux, autrement dit, t'enlèves les climato-sceptiques et qui ne le sont plus depuis, et t'enlèves les personnes qui étaient déjà assez conscientes. La grosse masse entre les deux avait conscience que, bon, bah oui, il y a un petit problème avec le climat, mais pas du tout du niveau d'urgence, pas du tout du niveau d'impact. Et si je caricature, mais à peine, finalement, bon, si on faisait un peu de vélo et qu'on faisait le tri des déchets, ça suffirait. Qu'il n'y avait pas de bouleversement de nos modes de vie. ouais. Donc cette claque, ils l'ont pris au moment où Valérie Masson-Delmotte, je crois, qui est déjà intervenue Oui, hier, hier, si je ne dis tout à pas de fait. bêtises, Ouais. leur a présenté finalement ce que disent les scientifiques du monde entier. Et ce que ça voulait dire sur nos modes de vie. Et donc, moi, ça m'a fait flipper et en même temps donner de l'espoir de voir que 150 citoyens, cette mini-France, n'a pas compris en fait aujourd'hui le diagnostic scientifique. En tout cas, par le débat politique et le débat médiatique, c'est quelque chose qui n'est pas posé au juste niveau. Et donc forcément, quand on n'a pas le bon diagnostic, on considère que une écologie qui répond au problème, c'est une écologie dite punitive. Alors qu'en réalité, c'est juste savoir répondre au problème. Et je pense que ça, c'est extrêmement important dans le débat qu'on a, parce que, et beaucoup de 150 le disent aujourd'hui, s'ils n'avaient pas eu ce diagnostic-là, ce diagnostic juste, Ouais. ils n'auraient pas fait certaines propositions telles qu'ils les ont faites. Mais en fait, le risque entre ne rien faire Ouais. et faire est tellement plus énorme, mais j'ai envie de dire aussi en termes de punition sur l'avenir, et notamment en termes générationnels, mais peut-être que ça, on y reviendra après. Oui, bah justement, il y a une remarque générationnelle, justement. On me dit, bah alors, qu'a-t-elle contre les vieux? L'âge n'empêche pas une forme de sensibilité à la sauvegarde de la création, sachez-le, madame. Bah, heureusement, je ne suis pas du tout anti-jeu, loin de là. Je suis plus justement à essayer de plaider aujourd'hui pour, et d'ailleurs j'ai plein de mentors, des gens comme Laurence Tubiana, c'est des gens qui m'ont tout appris et qui ont un certain âge, donc moi j'aime beaucoup travailler en intergénérationnel. D'accord. Si je pose ce point générationnel aujourd'hui, c'est que je sens qu'avec le Covid, il y a quelque chose qui se passe de très fort, où une sensation, nos générations finalement,
on accepte de mettre des masques, de ne pas faire la fête depuis 1 an, de se dire qu'on suit les cours en ligne pour ceux qui sont encore étudiants, de pas avoir de vision en termes d'emploi, de job, enfin, d'avoir un scénario un peu noir. Et à côté de ça, sur les questions de... Donc, on joue cette carte de la solidarité pour nos aînés parce qu'on tient à eux. Et à côté de ça, on a parfois l'impression... Priorité au direct, je vais te couper la parole. Il y a la ministre qui répond à la discussion générale, Pompili. Donc, on va peut-être la mettre en ligne quelques minutes. Voilà. Désolée. Hein. C'est bon pour la... Dans l'écologie, il y a encore 2-3 ans, beaucoup des sujets que nous abordions faisaient l'objet de ricanements. Une fois que je me suis réjouie que tout le monde soit écologiste, je me rends compte aussi que en fait, l'écologie, ça veut dire beaucoup de choses différentes selon les différents orateurs. Et parfois, on a un peu du mal à s'y retrouver dans les différentes critiques qui sont faites à ce projet de loi, dont on voit qu'il demande beaucoup à tous, puisque chacun a son niveau d'exigence. Simplement, les niveaux d'exigence sont différents selon qu'il faudrait en mettre beaucoup plus ou beaucoup moins. Je tiens juste à signaler que j'ai fait un petit relevé, notamment des amendements de suppression d'articles qui ont été déposés par le groupe Les Républicains. Je réponds en cela à Jean-Marie Sermier qui disait que ce texte était maigre. Il est tellement maigre qu'ils ont demandé, donc les députés républicains, la suppression de 45 articles. Donc là, je trouve qu'effectivement, en cure d'amaigrissement, là, on va arriver à quelque chose d'assez filiforme. Je voulais quand même répondre à chacun des orateurs, mais en essayant de faire rapide, puisque nous aurons l'occasion de revenir en détail sur les différentes mesures qui sont proposées dans ce texte de loi. François-Michel Lambert souhaite remettre au cœur de notre projet national une espérance, une résilience, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. François-Michel Lambert dit qu'il ne faut pas négliger les territoires, ça tombe bien. Dans de nombreux articles de cette loi, nous allons redonner aux élus locaux la possibilité d'agir pour mettre en place la transition écologique. Vous parlez de manque sur la logistique, par exemple. Nous allons voir, et notamment dans l'avancée des débats, que nous travaillons justement sur cette question de la logistique, en travaillant sur l'artificialisation des sols, par exemple, c'est important, en travaillant aussi au travers de la mission qui a été lancée avec Madame Idrac, qui elle-même préside France Logistique, pour améliorer, pour prendre des engagements par le biais de la filière sur des trajets qui seraient moins émetteurs de gaz à effet de serre, sur une politique générale et globale sur les transports autour des entrepôts, etc. Mathilde Panot, que j'ai vue, bonjour. Alors, vous faites le procès de l'inaction du gouvernement, vous dites que nous serons jugés sur des actes, mais Madame la députée, je ne demande que ça. Je demande que nous soyons jugés sur ce qui a été fait, sur les résultats, et pas sur des postures que trop de personnes ont aujourd'hui autour de cette loi. J'ai discuté avec des journalistes récemment qui me disaient « Ah, mais en fait, il y a tout ça dans la loi. Ah, mais il y a ça. Ah, il y a ça aussi. » Oui. Quand on se penche un petit peu sur ce qu'il y a dans la loi, on se rend compte qu'elle est loin d'être aussi vide de ce qu'on dit. Je vous rejoindrai sur un point, c'est qu'il n'y a pas d'écologie sans justice sociale. Et tout ce que nous avons essayé de faire dans cette loi, c'est justement de faire en sorte qu'au-delà des slogans ou au-delà des mesures, parce qu'il y a un certain nombre de mesures que vous proposez, nous y reviendrons dans les débats, qui sont tellement fortes, tellement extrêmes, qu'elles ne permettront pas justement d'assurer la justice sociale, parce qu'au contraire, elles feront se révolter ceux qui ne pourront pas faire face à ce que vous proposez. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde puisse faire face, que tout le monde puisse avoir les moyens, et nous en reparlerons notamment, par exemple, sur la rénovation des logements. Hubert Wulfranc parlait de l'emploi en disant qu'on ne parlait pas assez d'emploi dans ce texte. Alors, je pense que c'est une erreur totale de regarder la politique du gouvernement à l'aune de ce simple texte. Et ça, c'est aussi une réponse qui est faite à ceux qui disent que le texte de loi, à lui tout seul, ne pourra pas permettre d'arriver à moins 40% de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Je le confirme devant cet hémicycle.
Ce projet de loi, à lui tout seul, bien évidemment, ne permettra pas d'atteindre l'objectif. Mais ce serait complètement absurde de regarder ce projet de loi sans regarder l'ensemble des politiques qui sont menées par ce gouvernement et qui sont menées par la France depuis un certain nombre d'années. Ce serait absolument idiot. Les gaz à effet de serre ne se cantonnent pas dans des lois, ils se cantonnent dans des actions générales. Par exemple, quand on donne un bonus à des citoyens qui veulent acheter une voiture électrique, ça n'est pas dans le projet de loi, mais bien évidemment, ça va permettre de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Quand, dans la loi d'orientation sur les mobilités, on a mis en place beaucoup de mesures pour le vélo, et on en mettra encore d'autres d'ici la fin du quinquennat en place, eh bien, évidemment, ça fait baisser les émissions de gaz à effet de serre. Quand on va mettre en place un accompagnement très fort de la rénovation de A à Z pour aider nos concitoyens enfin à pouvoir rénover de manière simple leur logement pour avoir un logement d'une meilleure qualité et payer moins cher leurs factures, bien évidemment, ça fera baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est dans la loi, vous me direz. Mais quand, par contre, on investit 30 milliards dans le plan de relance pour la décarbonation de l'économie, quand on investit 4 milliards pour la rénovation des bâtiments publics, et pas ceux qui sont là dans le projet de loi, eh bien ça aussi, ça va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, et ça n'est pas dans le projet de loi. Et quand on investit pour la transition écologique, on crée des emplois, et ces emplois seront beaucoup plus nombreux, et heureusement, que ceux que nous allons détruire, malheureusement, parce qu'une transition, il y a des gagnants et il y a des J'ai perdants, et c'est les l'impression perdants parfois que que nous devons la accompagner. ministre Vincent confond Thibault, merci. le nombre, la Merci quantité pour à la tout le qualité aussi. soutien que vous Il ne apportez s'agit pas de faire au travail X que nous mesures, mais faisons. bien Je les bonnes voudrais mesures qui remercier soient ambitieuses et qui tous les soient députés porteuses qui de se sont changement, quoi. engagés, avec qui nous travaillons pour essayer d'améliorer ce texte. Ce texte, comme je vous l'avais dit, c'était une base qui devait être améliorée. Elle a déjà été améliorée en commission. Et je sais, grâce au travail qui a déjà été mené, qu'il va être encore amélioré en séance. Et je vous remercie beaucoup pour tout le travail qui a déjà été fait. Et je remercie aussi les députés de tous les bancs de cet hémicycle, parce qu'il y a des propositions qui viennent de partout. Et nous en prendrons de partout, parce que les idées, quand elles sont bonnes, il faut les prendre d'où qu'elles viennent. Vous avez insisté aussi sur le travail que nous devions faire dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. J'en reparlerai à l'occasion. Bordelais, vous Jean-Marie avez raison, Sernier. hein, cette loi est dans le paraître et non dans l'être, bien évidemment. C'est un peu ce que l'on disait, et c'est pour ça que le collectif EDS et d'autres députés ont organisé ce débat, ont déposé pas mal d'amendements pour être justement dans le concret et apporter des mesures qui changent véritablement et qui soient en droite ligne avec les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Mathilde, je te redonne la parole juste après, peut-être, mais je crois qu'il y aura Delphine Bateau qui va réagir en sortie de l'hémicycle. Donc, si tu veux, voilà. Je sais. Sur les ZFE, beaucoup essayent de mettre sur cette mesure de la ZFE l'étiquette écologie punitive. Moi, je crois que quand des enfants ont de l'asthme, que quand on a 48 000 morts au moins par an à cause de la pollution de l'air, c'est ça qui est punitif. Quand les enfants dans les centres-villes se prennent les gaz d'échappement dans la figure, ça, pour moi, c'est de l'écologie punitive. Donc, ce qu'on doit faire et ce qu'on fait dans ce texte de loi, c'est qu'une bonne fois pour toutes, on met en place les zones de faible émission, qui sont d'ailleurs très nombreuses partout en Europe, sans qu'il y ait de graves crises sociales à cause de cela. On les met en place parce qu'on est en retard et qu'enfin on le fait, qu'on a le courage de le faire, que ça va toucher la moitié de la population française et que la moitié de la population française va pouvoir enfin mieux respirer, celle qui vit dans les grandes villes. Et ça, c'est nous qui le faisons. Mais évidemment, ceux qui vont avoir besoin de rentrer dans ces agglomérations, ceux qui vont avoir besoin d'y rentrer pour travailler, par exemple, les artisans qui ont des camionnettes et qui ne vont pas pouvoir se débarrasser comme ça de leur... Moi, je trouve qu'elle n'est pas très convaincante, notre ministre. On va les aider. Je crois qu'elle est convaincue qu'elle ne fait pas assez, surtout, et qu'elle n'a pas gagné des arbitrages financiers, certainement, et que la loi est malheureusement bien moins ambitieuse que ce qu'elle aurait aimé. Hein. On connaît Barbara Pompili quand même et son engagement. Et ma foi, après tout, elle est ministre. Hein. C'était à elle de taper du poing sur la table. Pour pouvoir garer
sa voiture, pour pouvoir récupérer un vélo, pour pouvoir arriver par transport en commun. On va mettre en place des voies réservées au covoiturage. Les voies réservées au covoiturage, ce n'est pas un gadget. J'ai vu une dame l'autre fois qui fait du covoiturage. Le problème, c'est qu'elle est un peu dans la méthode Coué, parce que depuis que le texte est sorti du Conseil des ministres, qu'il a été donc raboté, le texte de la Convention citoyenne a été raboté par le gouvernement, puis raboté par la commission spéciale, puis malheureusement, il risque d'être raboté dans l'hémicycle. À chaque fois, elle dit « je n'accepterai aucun recul ». Mais elle en a accepté déjà beaucoup des reculs, parce qu'elle avait dit, comme le président de la République à la Convention citoyenne, sans filtre. Donc, elle a accepté un texte qui est sorti du Conseil des ministres et qui, évidemment, trahissait les engagements de la Convention citoyenne. Elle a ensuite accepté un texte qui est sorti de la Commission spéciale qui trahissait encore plus puisqu'il était en deçà du texte qui était sorti du Conseil des ministres. Et à chaque fois, sur France Inter ou d'autres chaînes, elle dit « je n'accepterai aucun recul ». Mais elle continue à les accepter. Et malheureusement, j'espère me tromper, mais je crains qu'elle accepte encore des reculs pendant les 3 semaines qui vont venir, parce que, évidemment, nos amendements qui viseraient à donner un peu plus d'ambition à ce texte, vous le savez, ils ont peu de chances d'être adoptés déjà, on ne pourra pas les défendre. Et je crains malheureusement qu'il y ait une manœuvre de la majorité pour faire passer des amendements qui vont encore rabaisser les ambitions. J'espère me tromper en tout cas. C'est un élément majeur pour nous permettre de diffuser notre politique écologique sur les territoires en tenant compte de leurs spécificités. On ne va pas agir de la même manière en montagne ou chez moi à Amiens. On ne va pas agir de la même manière à Paris et au Guilvinec, évidemment. Et donc, même s'il faut un cadre global qui soit un cadre commun, il faut tenir compte des spécificités. Je ne parle pas même des Outre-mer, où bien évidemment, les Outre-mer vont avoir besoin aussi de s'adapter. Dominique Potier nous a dit « Partout où la terre est partagée, il y a une forme de prospérité sociale et écologique. » Je suis bien d'accord. Et c'est justement ce que nous essayons de faire aujourd'hui. L'écologie, ça ne doit pas être une affaire de bobos, l'écologie, c'est l'affaire de tous. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un accompagnement social. Je sais que vous y êtes attachés, nous aussi, et nous le montrerons, et nous avons déjà commencé à le montrer, notamment sur l'article 1er concernant l'affichage. La régulation, Fratelli Tutti, évidemment, je vous avais tendu la perche. En citant l'audate aussi du pape François. Encore une fois, nous sommes ensemble sur la même planète. Ça fait bateau de dire ça. Mais nous sommes dans le même bateau, c'est le cas de le dire. Et si jamais nous ne sommes pas capables de travailler ensemble, dédicace à Delphine. Donc vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte que nous n'oublions jamais la dignité humaine quand nous traiterons des questions d'écologie. Et ça m'amène à l'intervention de Valérie Petit. Valérie Petit, la bonne fée qui a le sens des réalités. J'ai beaucoup aimé ce petit moment de poésie que vous nous avez apporté en montrant qu'on pouvait être poète et en même temps avoir une pensée très structurée, puisque vous nous avez rappelé qu'il ne fallait pas oublier la biodiversité. C'est une évidence. N'oublions pas que ce texte vient des propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui n'avait pas eu le mandat de travailler sur la biodiversité. Mais bien évidemment, c'est un sujet important et c'est pourquoi un certain nombre de mesures, notamment sur les écosystèmes, par exemple, sur l'eau, ont été rajoutées dans ce texte. Et ça me paraît être une très bonne chose, puisque maintenant, on voit bien qu'il est vain de ne pas délier climat et biodiversité. Nous travaillerons ensemble aussi sur le réalisme économique, sur la compensation, elle a oublié de citer sa secrétaire d'État. La résilience. Le fait d'avoir intégré la gestion du trait de côte dans cette loi, c'est un point très important, puisque pourquoi on parle de résilience aujourd'hui? On m'a posé la question, parce qu'on ne peut plus se contenter de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Il faut le faire, mais nous devons aussi faire face aux conséquences déjà visibles du réchauffement climatique. Les conséquences déjà visibles, c'est ce qui se passe dans la vallée de la Roya, c'est ce qui se passe dans ma région quand on a des maisons qui se craquellent à cause de la sécheresse. C'est ce qui se passe quand on a les étiages des fleuves qui baissent, avec tous les problèmes que ça pose sur les écosystèmes, mais aussi sur notre politique énergétique, et je pourrais y revenir. Donc, alliés poésie et plomberie, Madame la députée, nous le ferons et nous allons continuer. Thierry Benoît, merci. Merci d'avoir eu un message extrêmement
constructif et positif. Ça fait du bien de sentir cette envie de faire avancer les choses. Quand on veut faire de l'écologie, on est toujours sur une forme de corde raide. Mais le principal, c'est que tout le monde s'y mette. J'apprécie beaucoup le fait que vous ayez parlé de la jeunesse. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir fait, mais c'est aussi pour eux qu'on est en train de faire ça. Il s'avère qu'on est nombreux ici à être parents, à avoir des enfants qui aujourd'hui se retrouvent à gérer plusieurs crises en même temps, à devoir affronter une crise économique, une crise sanitaire qui les empêche de vivre, une crise économique qui les empêche de pouvoir entrer pour certains dans leur premier emploi. Et en plus, ils ont cette crise climatique qu'ils voient bien arriver et face à laquelle ils nous demandent d'agir. Et donc, pour eux, nous devons faire tout notre possible pour que ce texte soit le plus ambitieux, mais aussi le plus acceptable socialement. Vous avez parlé de l'interdiction de l'allocation des passoires thermiques. Vous avez parlé aussi de tout ce qu'il fallait mettre en œuvre à côté pour que ça puisse se faire. Nous allons en parler longuement, donc je ne m'y étendrai pas, mais encore merci. Jennifer de Temerman, évidemment, nous ne devons pas être soumises aux injonctions. Vous avez dit, nous ne devons pas nous soumettre aux injonctions. Oh oui! En tant que ministre de la Transition écologique, des injonctions, j'en reçois de partout. Heureusement que je sais un peu d'où je viens et heureusement que je connais mon cap. Ça me permet de pouvoir faire le tri entre toutes les injonctions que je reçois. Vous avez parlé de la forêt. On a des éléments sur la forêt sur lesquels on va pouvoir travailler. Il y a certains amendements qui ont été déclarés recevables. Et donc, on va pouvoir avancer sur cette question qui est importante, mais dans laquelle, évidemment, ce seul texte ne suffira pas. Et on n'a pas besoin de mesures législatives pour faire avancer la question de la forêt. On pourra le faire aussi de manière réglementaire, notamment sur la réforme de l'ONF, mais aussi sur la question de la lutte contre le changement climatique et de l'adaptation de la forêt, la stratégie nationale de déforestation importée, la commande publique, bref, le développement de la filière bois, tout ça n'a pas besoin d'une loi. Sur le code minier, moi je suis très heureuse qu'on réintègre le code minier maintenant, parce que notamment par exemple suite à l'affaire de la Montagne d'Or, mais aussi sur les suites post-mine que je connais bien dans mon département du Pas-de-Calais où j'ai grandi, nous avons besoin de revoir ce code minier. Ça fait trop longtemps que ça traîne. Il fallait le faire avant la fin du quinquennat. Nous l'avons dans cette loi et c'est une excellente chose. Pierre Dharréville a parlé de texte à trous. Ah bah oui, non mais je confirme que tout n'est pas dans le texte, mais j'espère qu'on aura le moins possible de trous dans la raquette. Pierre Dharréville a posé la question sur que faisons-nous pour que les véhicules propres soient accessibles. Je vais lui envoyer une petite fiche sur tous les bonus et les packs, les primes à la conversion que nous avons mises en place. Comme ça, il pourra passer l'information à tous les citoyens de sa circonscription qui pourront ainsi y avoir accès. Mais vu le succès que rencontrent ces bonus, je crois qu'ils le savent déjà, mais ils pourront peut-être lui dire à lui. Guillaume Garot, merci aussi à Guillaume Garot d'avoir souligné les avancées qui ont déjà eu lieu en commission sur l'artificialisation, sur le verdissement de la commande publique, sur les ZFE. En revanche, je m'inscris en faux quand il dit qu'on n'atteindra pas les objectifs avec cette loi. J'ai déjà expliqué pourquoi tout à l'heure. Pas de mesures concrètes, on va y revenir. Parce que, encore une fois, vu le nombre de coups de fil que je reçois de gens qui me disent que telle ou telle mesure va avoir un lourd impact sur leur avenir, il me semble que tout le monde ne partage pas cet avis. Guillaume Garot parle d'autosatisfaction et certains d'autres en ont parlé. Je l'ai dit tout à l'heure pendant les questions au gouvernement, jamais je ne pourrai avoir d'autosatisfaction sur une loi ou sur des mesures sur l'écologie. Pourquoi ? Parce qu'on sait que même si on fait le mieux possible, vu le retard qu'on a pris, vu les limites que nous avons pour justement pouvoir emmener tout le monde et pouvoir avoir une acceptabilité maximum, ce ne sera jamais assez au regard du retard que nous avons pris. Donc jamais je ne serai autosatisfaite. Mais par contre, jamais je ne baisserai les bras. Et jamais je ne laisserai croire ou dire qu'on n'a pas fait le maximum. Et donc je compte sur vous tous pour qu'on fasse le maximum dans les limites que nous avons. Et nous continuerons aussi à faire le maximum, pas seulement en France, et j'y reviendrai. Merci à Alban Gaillot d'avoir rappelé l'importance de la dimension du genre.
puisque tout le monde n'est pas égal devant la crise écologique. Et le fait de le rappeler et le fait de faire en sorte de ne jamais l'oublier, y compris dans les mesures que nous mettons en place, c'est important. Elsa Faucillon nous a parlé des marches sur le climat. Certains disent que les marches pour le climat, et d'autres en ont parlé, hein, il n'y a pas qu'elles. Mais merci de dire que ces marches pour le climat sont importantes en ce moment. Moi, je m'inscris en faux contre ceux qui disent que c'est mal de faire des marches pour le climat. Moi, je trouve que c'est bien que pendant cette crise de la Covid, on n'oublie pas que l'avenir ne s'arrête pas à la fin de la crise de la Covid. Donc, non, mais moi, ça ne me dérange pas que les gens soient exigeants. Ça ne me dérange pas que les gens soient exigeants. Face à ça, il faut agir. On a compris son message, et puis ça a été commenté par Hubert et Delphine. Ces propos unifiants et vides, effectivement, il n'y a rien de son projet de loi. Mathilde, je vais te laisser continuer sur ce que tu disais, et je ne sais pas si tu te souviens où tu en étais. Après, je crois qu'il y a quelques questions qui te concernent, donc je vais te les remonter ensuite. Oui, je faisais court sur la question de l'intergénérationnel que Barbara Pompili a abordé, ou le fait que je ne suis pas du tout anti-vieux ou quoi que ce soit, au contraire, mais plus dans l'optique de créer une solidarité intergénérationnelle avant que ça pète et que ça finisse en conflit intergénérationnel. Dans le sens où aujourd'hui, par solidarité pour nos aînés, parce qu'on les aime et qu'on ne veut pas qu'ils meurent du Covid, on fait beaucoup de sacrifices en termes d'emploi, en termes de bien-être, en termes scolaires, en termes... Enfin, je ne fais pas toute la liste. Et ce qu'on attend de manière assez simple, et on n'a pas l'impression de demander la Lune, c'est juste de pouvoir avoir une planète habitable demain. Et donc, si de la même manière qu'on est solidaire avec nos aînés aujourd'hui, nos aînés et nos députés pouvaient être solidaires vis-à-vis de nous à voter une loi climat ambitieuse qui juste nous permet d'avoir un pays qui bouge et qui prend son leadership sur la question climatique, ce serait quand même j'ai envie de dire, la moindre des choses. En tout cas, moi, je sens beaucoup une colère qui monte dans nos générations. Je fais partie de ceux qui poussent beaucoup pour une solidarité internationale, mais ça dépend aussi de nos aînés. Donc, évidemment qu'il y a plein de gens engagés dans les générations du dessus, et tant mieux, mais c'est plus un appel aux députés qui, aujourd'hui, ont peut-être pas lu le rapport du GIEC, qui n'ont peut-être pas compris exactement que c'était un constat scientifique extrêmement partagé, ce que ça voulait dire pour nous, et pas des enfants qui n'existent pas, vraiment potentiellement déjà les générations du dessus, mais notre génération en première ligne. Il y avait une question sur l'existence juridique de la Convention, je crois. C'est ça, tout à fait. Évidemment, on en avait conscience que c'était la plus grosse faille du dispositif, qu'elle n'ait pas d'existence juridique et qu'elle repose uniquement sur la parole du président de la République qui s'était engagé à passer sans filtre toutes ses propositions. Mais dans tout changement juridique, ça vient après un rapport de force politique. Ce qu'on a fait avec la Convention citoyenne, on était conscient dès le début, c'est d'abord de faire la preuve que ça marche. Tirer au sort des citoyens français au niveau national pour parler d'un sujet complexe, qui est la question climatique en lien avec la question de la justice sociale, ça fonctionne. Avant ça, beaucoup de gens étaient super sceptiques sur la question du tirage au sort, y compris dans certains acteurs qui aujourd'hui soutiennent la Convention. Et donc, il y avait besoin de ça, il y avait besoin de créer le rapport de force qu'on a aujourd'hui sur la question écolo, de permettre aussi d'entendre sur des chaînes comme BFM le mot écocide, qui jusqu'ici était juste un mot d'ultra militant, avant de pouvoir espérer, une fois que la preuve est faite que ça fonctionne, le faire rentrer dans l'institution. Et ça, c'est la bataille qui vient. Maintenant qu'on a fait la preuve que ça marche, il faut le rentrer dans les programmes, et évidemment en lien avec 2022 et les demandes qu'ont pu faire les Gilets jaunes auparavant sur les questions démocratiques. Parce que ce à quoi on assiste là, c'est aussi, et le rapport de l'Observatoire des multinationales est hyper clair là-dessus, c'est comment est-ce que des lobbies ont mis une pression énorme sur le gouvernement qui n'a pas su tenir, et finalement qui craque face aux lobbies et qui écoute plus ces acteurs-là que la population française, puisque la population française, à part une proposition, toutes les autres sont soutenues massivement par l'ensemble des Français. Donc, il n'y a pas de raison en démocratie où c'est le peuple, la population française qui est au pouvoir, que les propositions de la Convention ne soient pas suivies, sauf à la limite le 110 km/h sur autoroute à la place du 130. C'est la seule pour laquelle on pouvait comprendre. Donc ça, je crois qu'il y a un enjeu de démocratie qui viendra, et je pense qu'il va être central dans les élections à venir. Ouais.
Et du coup, est-ce que je crois qu'il y a eu la question hier sur, effectivement, tu évoques le lobby, et la puissance des lobbies. Est-ce que, les membres de la Convention citoyenne ont été, les cibles de ces lobbies? C'est une bonne question. On avait évidemment des garants pour qu'ils puissent, si c'était le cas, les relayer. On n'a pas eu d'alerte de ce type-là. D'accord. Et on sait que dans ce type de process, et c'est aussi pour ça que le tirage au sort est intéressant pour des enjeux de ce type-là, c'est que plus vous avez un processus court, moins vous êtes soumis au lobby. On sait que des citoyens qui sont tirés au sort pour 6 mois, 1 an, sont forcément moins en prise que des élus qui sont élus pour 5 ans et qui potentiellement veulent être réélus. Ça ne veut pas dire que les élus sont des mauvais, ça veut dire que le jeu de contraintes avec lequel ils jouent fait que il y a une porosité plus importante de manière assez simple. Et la deuxième, c'est que il n'y a pas... je pense que beaucoup de lobbies, et c'est beaucoup à analyser, ont sous-estimé complètement la Convention citoyenne au début en termes de potentiel d'impact juridique. Parce que c'était complètement nouveau, parce qu'au début, je ne sais pas, ils nous prenaient pour certainement des guignols. Ils ne pensaient pas que le gouvernement et le président de la République iraient vraiment jusqu'à un projet de loi, parce qu'on a quand même réussi avec la Convention à imposer un projet de loi sur la question climatique qui n'était pas du tout au programme jusqu'ici du gouvernement. Donc évidemment, il y a un gros enjeu sur l'ambition et la bataille est très, très loin d'être gagnée. Oui. Mais ça a déjà permis ça. Et donc, à partir du moment où il y a eu un projet de loi et qu'ils ont vu finalement la teneur des propositions, que les lobbies se sont réveillés. Et je crois que c'est vrai aussi parce que justement c'était nouveau et que dans l'esprit, je crois que des gens comme Dominique Seux qui disent que Macron c'est finalement un peu piégé tout seul et que finalement il a cru que finalement des petits citoyens qui se réunissent entre eux vont pas produire des choses qui seraient chiffrées, seraient transcrites juridiquement, qui seraient applicables. Et du coup, ça s'est retrouvé un peu coincé quand les propositions sont arrivées sur la table. Ça, je crois que c'est en effet assez juste aussi. D'accord. Et du coup, alors je crois qu'il y avait une question encore sur la génération. Je vais la retrouver. En mode continuer à faire des... Parce que les vieux, ça... Oui, a priori, ça serait aussi les vieux seraient plus anti-écolo que les jeunes. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut opposer ces jeunes et ces vieux? C'est une question qui revient. Quand on regarde les sondages, c'est assez clair. Encore une fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet. Il y a des jeunes qui ne sont pas du tout écolos, il y a des personnes très âgées qui sont super écolos. Et moi, au sein des 150, on a vu une écoute des générations les plus anciennes. Alors, je vais encore te couper, Mathilde, sur le même sujet. Il y a Pompili qui répond à Mathieu. Madame Ménard, trop tard. Vous savez, quand il y a des actions qui sont faites pour l'écologie... Non, c'est pas trop tard, c'est après. Mathieu est venu après. Ah oui, d'accord. Après Emmanuel Ménard. Donc c'est bon, je pense. Puisqu'il y a un décalé par rapport à la séance. Je tiens à dire que c'est trop fort pour qu'on puisse se permettre de regarder avec un regard bizarre des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Encore une fois, quand on n'a pas les mêmes idées, mais qu'on travaille pour l'écologie, je peux tout entendre. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels je pense que nous serons en combat féroce. Mathieu Orphelin. Oula. Je ne sais pas si vous êtes sur Twitch là, mais ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, il y a, et vous le savez très bien, mais bon, il faut toujours un petit peu de posture quand même pour faire avancer les choses. On verra à la fin de la loi, Mathieu Orphelin. On verra à la fin de la loi comment elle sera. On verra si sur les passoires thermiques, on n'a pas des grandes avancées dans ce texte. On verra si sur la pollution de nos enfants, on n'aura pas des grandes avancées dans le texte. Pour le chèque alimentaire, pour le chèque bien manger, on a dit qu'on le mettrait en place et on le mettra en place. En revanche, on n'a pas besoin d'une loi pour ça. Donc arrêtons de faire semblant de s'offusquer parce qu'il n'est pas dans la loi. On va le mettre en place. On est simplement en train d'essayer, en lien avec les différents acteurs, de trouver le meilleur moyen de le mettre en place, tout simplement. Mais je vous confirme que le chèque bien manger ne sera pas dans la loi. Vous pourrez vous offusquer, mais à la fin du quinquennat, les citoyens français auront accès à ce chèque. Delphine Bagary souligne un point très important, qui est la question du lien entre la biodiversité
et... Oui, non, mais parce que le débat intéresse qui l'intéresse. Entre la biodiversité et la santé. C'est ce qu'on appelle le One Health. C'est un point excessivement important. Pourquoi ? Parce que quand on voit l'influence de la crise Covid sur nous, sur notre économie, maintenant plus personne ne peut nier que les atteintes à la biodiversité, on doit lutter contre. Et donc, rappeler que toutes les actions que nous menons aujourd'hui sur la déforestation importée, l'initiative Présode qui a été lancée par le président de la République pour mettre en place une vigie internationale de scientifiques pour étudier les émergences de zoonoses, eh bien tout cela nous rappelle que quand on fait n'importe quoi avec la biodiversité, on le paye très cher. J'espère que ça permettra à tout le monde d'arrêter de dire qu'on parle des petits oiseaux et des libellules quand on s'occupe de la biodiversité. Joachim Sonforger a découvert plein de choses sur l'écologie et moi je trouve que c'est très bien. Encore une fois, toutes les personnes qui sont sensibilisées à ce sujet et qui veulent travailler pour... Mathilde, peut-être une réaction au propos de la ministre ? En fait, elle est un peu coincée. C'est-à-dire que quand elle dit on verra, c'est que je crois sincèrement qu'elle espère que le niveau d'ambition sera rehaussé. Et en réalité, c'est une alliée au gouvernement. Mais si Nicolas Hulot a démissionné il y a quelques mois avec un certain fracas en disant en fait, je peux rien faire d'une certaine manière, avec cette question de qui prend les décisions en pointant les lobbies. Et à nouveau, là, on a un texte qui se fait détricoter par des lobbies. Malheureusement, elle a beau avoir toute la belle intention du monde, elle fait face à un mur. Et donc, on verra. Moi, j'aimerais croire et être aussi optimiste et avoir autant d'espoir qu'elle. Je crois que oui, il ne faut pas lâcher parce qu'il y a des batailles qu'on peut gagner. Et donc, il faut pousser et il faut soutenir tous les députés, les encourager, tous ceux qui vont dans le bon sens. Et c'est pour ça que je suis là et que les députés de la majorité, s'il y en a qui vont dans le bon sens, je les applaudirai des deux mains. J'ai toujours dit que si Macron tenait son engagement du sans filtre et allait jusqu'au bout du projet, je serais la première à soutenir, à applaudir, même si je ne suis pas d'accord surtout politiquement. En revanche, je ne crois pas que par rapport au niveau d'ambition que demande Mathieu et que demandent d'autres députés d'EDS, on sera au niveau. J'attends de voir. En tout cas, la note des citoyens montre bien que des 150 citoyens tirés au sort, qui est quand même de 3 sur 10 pour le gouvernement en termes de ce qu'il a fait, des propositions de la Convention, c'est hyper sévère. Donc, je crois que Mathieu, il a été relativement tendre dans son intervention par rapport à la colère et la frustration que je peux entendre aujourd'hui dans les 150. Ouais. Donc, c'est grave ce qu'a fait le président de la République d'un point de vue démocratique. Ouais. Après la crise des Gilets jaunes, après le grand enfumage qui a été le grand débat national qui a essayé de couper court à ce mouvement, à nouveau mettre une claque sur la question démocratique avec un RN aussi haut, c'est un petit jeu dangereux et j'appelle vraiment les députés de la majorité à ne pas suivre cette stratégie qui est dangereuse et qui porteront la responsabilité avec le gouvernement si ça ne bouge pas sur ces questions démocratiques et environnementales. Oui, et peut-être qu'on sera amené à remettre une note à ce nouveau projet de loi, enfin à cette loi justement, parce qu'on se reverra. Oui, certains commentaires sont effectivement très amers sur ce projet de loi et disent qu'il n'y a rien dedans et qu'on verra effectivement. Ils ont entendu Barbara Pompili et ils disent retrouvons-nous à la fin du débat pour voir si effectivement vous tenez vos promesses, si vous allez effectivement accepter ces amendements, les voter. Aujourd'hui, c'est vraiment pas gagné, quoi. Et j'espère de tout cœur qu'elle a raison et qu'il va y avoir un sursaut au sein des députés de la majorité qui... Voilà, je suis l'optimiste. Oui, alors moi aussi, mais c'est pas ce qui s'est passé du tout en commission. Et même les députés qui étaient de la majorité, qui ont déposé des amendements qui voulaient changer les choses, on se sont retrouvés le bec dans l'eau parce que ça n'a pas été adopté. Donc, c'est un peu la méthode, c'est-à-dire qu'on vous fait adopter des amendements qui vous font croire qu'il y a une avancée. En fait, ce n'est pas vraiment une avancée, quoi. Donc, et donc, du coup, alors, je voulais te reposer une question. Il y a un commentaire de Sir Markt, excusez-moi pour la prononciation. Comment vaincre la peur du référendum ? C'est un grand sujet. Je pense que la peur du référendum, elle est à deux endroits. Elle est d'abord
au sein de l'élite française, parce que quand on a vu le mouvement des Gilets jaunes pousser la question du référendum d'initiative citoyenne, il y avait plus de 60-70%, j'ai plus les chiffres exacts en tête, de soutien à ce processus au sein de la population française. Par contre, c'est sûr que quand on est plutôt au pouvoir et qu'on a une capacité d'action, on a moins envie d'utiliser cette forme de démocratie qui redonne le pouvoir finalement avec un certain danger. Je pense qu'il ne faut pas nier, c'est vrai qu'un référendum, c'est risqué, que ce n'est pas un outil qu'on utilise comme ça. La manière dont, au sein de démocratie ouverte, on pousse pour le référendum, c'est de changer la pratique du référendum dans notre pays. Chez nous, on a une pratique plébiscitaire où on ne répond pas à la question, on répond à est-ce que vous êtes pour ou contre le président qui est en place. Il y a plein de pays où ce n'est pas le cas et où les gens répondent à la question qui est posée. Ce qu'on aurait adoré avec la Convention citoyenne et ce qu'on a poussé, c'est avoir la possibilité d'avoir un référendum à questions multiples, donc avec plusieurs questions, qui favorise le fait que les gens répondent à chacune des questions et pas à oui ou non au pouvoir en place. Le président de la République ayant mis des jokers sur un certain nombre des 3 propositions que les citoyens demandaient au référendum, on n'en a plus qu'une. Donc, ce sera un référendum unique si, par magie, le Sénat vote dans les mêmes termes que ce que demandaient les citoyens sur l'article 1 de la Constitution. Je suis assez pessimiste aussi de ce côté-là. Je pense que si ça arrive, c'est pour un petit jeu politique en lien avec 2022, mais sinon, ça n'arrivera pas. Ou alors avec un verbe très amoindri, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de garantir et pas juste favoriser la question environnementale dans l'article 1, et ça a des conséquences juridiques énormes. Parce que la Constitution, pour rappel, c'est ça qui permet de filtrer tous les textes de loi qui passent par l'Assemblée nationale et le Sénat et de pouvoir les retoquer s'ils ne sont pas en adéquation avec la Constitution. Et donc potentiellement de les retoquer s'ils ne sont pas suffisamment élevés sur la question écologique avec cette modification de l'article 1. Donc, comment lutter contre cette peur ? Je pense que c'est en montrant que les Français sont prêts. Et c'est ça qu'ont voulu et qu'ont demandé les 150 en posant cette question au référendum, c'est en disant, voilà, nous, 150 mini-France, on a donné un cap qui est celle d'une écologie qui n'est ni la décroissance, ni une croissance verte, qui est une écologie, je ne vais pas dire de bon sens, moi maintenant galvaudée dans le monde politique, mais qui est une écologie citoyenne à la fois très concrète sur ce que ça veut dire dans nos modes de vie et en même temps qui change profondément les choses en termes d'impact carbone. Je pense notamment à la rénovation thermique des bâtiments, à la manière dont on change complètement les transports en commun. Et donc, je trouve que c'est un faux débat, ce truc décroissance, écologie punitive, écologie concrète. Sortons de ça, quoi. En tout cas, c'est pas ce que demandaient les 150. Et je pense que justement, le référendum peut montrer ce que disent tous les sondages, ce que disent aussi le fait que les 150 aient été aussi ambitieux, c'est-à-dire que les Français sont davantage prêts que les élus sur ces questions-là. Et d'ailleurs, c'est ce que sort un sondage une enquête de l'ADEME qui a fait un comparatif entre ce que pensent et ce à quoi sont prêts les Français et ce à quoi sont prêts les élus français. Et on voit qu'il y a un décalage qui est non négligeable. Encore une fois, je ne dis pas ça pour taper sur les élus. Je ne suis pas du tout anti-élu. Je le redis à chaque fois parce que souvent, derrière, mal interprété. Mais par contre, je pense que ces décalages doivent être entendus par les élus parce que si on passe beaucoup de temps à dire qu'ils sont déconnectés et que le niveau de défiance est énorme vis-à-vis des élus, il y a un moment où il faut aussi entendre qu'il y a un enjeu de reconnexion et de renouveau démocratique fort. Et je crois que chez EDS et chez beaucoup de députés aujourd'hui sur la question démocratique, il y a vraiment des avancées qui se font et beaucoup d'entre eux comprennent le lien qu'il peut y avoir et la complémentarité entre tirage au sort et élection. Je crois que c'est vraiment un enjeu. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, justement. Je sais que c'est quelque chose, un moteur aussi chez toi, les nouveaux modes de démocratie, la démocratie ouverte, dont on parle beaucoup aussi de... Pardon Alban, mais juste pour faire un point sur ce qui se passe là en séance. En direct, Delphine Bateau nous coupe la parole. Ouais, non, mais je suis désolée, mais en fait, je vous ai envoyé plein de messages. C'était pour expliquer ce qui est. Donc, on est en train d'entrer dans l'article 1er
du projet de loi qui est sur l'affichage environnemental, que Mathilde connaît bien, puisque la Convention citoyenne avait porté des propositions, notamment autour de ce qui avait été appelé le Carbon Score. Et en fait, l'article 1 du projet de loi, il se contente de mettre en place des expérimentations d'un affichage environnemental large, donc avec le carbone, mais aussi tous les impacts biodiversité, ressources, impacts sociaux, etc. Alors que des expérimentations en matière d'affichage environnemental, il y en a depuis 12 ans. L'article 1 du projet de loi en l'état prévoit qu'il n'y aura aucun affichage environnemental obligatoire avant le terme des expérimentations, c'est-à-dire dans 5 ans. Voilà, donc on a des amendements, moi j'y retourne pour qu'ils soient défendus. Merci Delphine, on va aller écouter effectivement les amendements qui sont défendus, parce qu'effectivement on a une séance de défense d'amendements jusqu'à 19h30, ensuite c'est la pause. Mathilde, tu as encore quelques minutes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Peut-être sur les formes oui, voilà. Si tu me permets de oui, bien sûr. m'interroger là-dessus. Moi, je l'ai dit, je viens de la question écologique et je pense qu'on n'arrivera pas à faire cette transition s'il n'y a pas de vrais changements institutionnels, de vrais changements démocratiques qui concernent aussi le fonctionnement des médias, le fonctionnement des partis politiques aujourd'hui dans notre pays. Et ça, je crois que pour le coup, c'est quelque chose que la Convention citoyenne a vraiment réussi à cranter. C'est que, à la fois auprès du grand public, mais aussi auprès des élus, où au début, il y avait vraiment un vent de défiance énorme et assez partagé. Et je crois que de plus en plus d'élus, enfin, je parle sous le contrôle de certains d'entre eux qui sont là et certaines d'entre elles qui sont là, mais ont compris vraiment la force de la complémentarité pour finalement presque sauver la démocratie représentative, qu'il fallait l'adapter au contexte actuel. Et quand je dis contexte actuel, c'est que nos institutions, elles ont été pensées à un moment où beaucoup de gens ne savaient pas lire ni écrire. Et donc, c'était normal de transmettre à des élus, à des représentants, les décisions à prendre. Aujourd'hui, les gens ont un niveau de diplôme, un niveau de qualification et l'habitude sur les réseaux sociaux de donner leur avis. Et donc, c'est plus... et un niveau d'information bien plus élevé que ce qu'on avait à l'époque. Et donc, impossible de les laisser dans un rôle où on met un bulletin de vote tous les 5 ans, et puis après, il se passe plus rien. En tout cas, on a l'impression d'être un peu impuissant en tant que citoyen. Donc, ça, je crois qu'il y a un gros enjeu à vraiment lier les deux, et c'est vraiment une question qui est de plus en plus comprise. Et le dernier truc, c'est vraiment, avant de peut-être vous quitter ou laisser la main au direct, c'est un peu un appel au sursaut, évidemment, chez les députés de La République En Marche. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent. Mais en fait, je ne sais plus comment on ne sait plus trop quoi faire, dans le sens où on a marché, la génération Greta a fait grève, a séché les cours le vendredi pour se faire entendre. On a eu recours à la justice pour voir si les juridictions de nos pays donnaient raison à la question écologique. On a gagné un recours en justice. On a désobéi dans la non-violence. On a poussé pour de nouvelles formes démocratiques, petites conventions citoyennes. Et en fait, si ça ne marche pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on passe dans la violence. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dise, en fait, on va prendre le pouvoir à leur place puisqu'ils ne sont pas foutus de faire ce boulot-là. Et il y a vraiment un truc d'appel au sursaut d'abord d'une solidarité intergénérationnelle, où vraiment, je pense que ça peut péter aussi sur cette question-là, et je ne le souhaite vraiment pas. Et de nous dire, en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, puisque nous, on n'aura jamais les manettes à temps pour pouvoir avoir une planète habitable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, si ce n'est ce qu'on fait pour qu'on soit entendu et que les décisions qui sont justes pour la préservation d'une planète habitable pour nous soient prises. Donc, c'est un peu un appel au sursaut ou un appel à l'aide sur c'est quoi la bonne méthode pour se faire entendre. Merci pour ces mots, Mathilde. Et je crois qu'on anime un Twitch sur la jeunesse dans la semaine, justement aussi sur la mobilisation. Alors, quand tu parles effectivement de nouvelles formes de démocratie, ça ne concerne pas que les jeunes, bien évidemment. Bien sûr. Bien sûr, hein. Je ne dis pas ça, mais c'est vrai qu'aussi,
On va parler que effectivement des jeunes parce que il nous semble important. Effectivement, leur regard est différent, leur implication est différente. C'était d'ailleurs le début de ton propos que tu disais effectivement tu les trouvais bien plus impliqués que tu ne l'as été ou ta génération a été, et encore plus que ma génération. Hein. Moi, évidemment, j'ai appris le tri il y a 3 ans en rencontrant Delphine Bateau. Hein, donc, elle le sait. Hein, j'ai une énorme marge de progression énorme. Donc, non, mais effectivement, il y a renouveler nos institutions parce qu'effectivement, on ne fait plus de la politique comme avant. Et je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'effectivement, de mettre son bulletin le jour J et attendre 5 ans et la prochaine élection, c'est plus du tout ça. Il faut réinventer nos modèles démocratiques, évidemment. Donc, merci Mathilde. Tu as des remerciements de tout Twitch. Eh ben, merci, un grand merci à vous. Merci Mathilde, et courage, voilà, bravo, voilà, plein de choses. En voyant tout ce courage aux députés, là, parce que maintenant, c'est eux qui bossent et c'est entre leurs mains. Donc, voilà. n'hésitons pas à faire pression sur ceux qui sont pas très allants et à applaudir, encourager ceux qui bossent comme des dingues. Donc, merci à tous les députés de DS. Ouais. Merci à toi et à très bientôt, bon courage. Et on va retourner au direct, du coup, à la séance, puisque, comme le disait Delphine Bateau tout à l'heure, on a débuté l'examen des amendements avec l'article 1. Et donc, on va aller écouter la séance qui dure jusqu'à 19h30. Ensuite, on a une suspension jusqu'à 21h. Alors, il y avait une question sur que se passerait-il si une majorité de vote contre cette loi à la fin. Alors, je ne crois pas que ça arrive. Voilà. Je peux être très optimiste comme Mathilde, je crois que ça ne va pas arriver. Voilà. Donc, voilà, je n'ai même pas envie de répondre à la question. Mais bon, oui, donc s'ils votaient contre, eh ben, ça irait au Sénat, qui voterait peut-être pour, peut-être contre, peut-être pour, je ne sais pas. Et ça reviendrait, ça suivrait la navette parlementaire. Voilà. Et le dernier mot serait de toute façon à l'Assemblée nationale, normalement. Voilà. Donc, on va retourner au direct. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Une remarque générale introductive. Alors, Hubert Villefranc est député GDR, groupe démocrate et républicain, c'est le groupe des communistes. Sur le consommé. Et cela relève bien, nous semble-t-il, d'une idée générale qui est promue depuis plusieurs dizaines d'années et qui met en avant la consommation. Nous laissant entendre que la réussite, en la circonstance de la transition écologique, dépend d'abord des consommateurs. Or, cette idée selon laquelle ce sont les changements individuels des consommateurs qui pourraient être opérantes, ne répond pas à la logique que nous défendons. Nous considérons qu'on fait ainsi commodément l'impasse. Il n'y a pas encore un amendement, il est inscrit, ce qu'on appelle inscrit sur l'article. Il va parler quelques minutes pour donner son avis, pas que son avis, l'avis de son groupe sur cet article. Il a dit que l'action individuelle se confrontait à un plafond de verre, que la baisse qu'elle engendre pourrait atteindre au mieux 25% de l'empreinte carbone totale. L'étude appelait donc à des transformations plus profondes afin, d'une part, que l'État joue pleinement son rôle de régulateur, et c'est un enjeu sur lequel nous reviendrons, et édicte des règles capables de réorienter les investissements dans des filières vertueuses. Par ailleurs, en fait, l'inscription sur les articles, pour expliquer un petit peu, c'est l'occasion de parler pour un député qui n'a pas pu s'exprimer en discussion générale. Hein, on a un certain temps pour chaque groupe pour s'exprimer et de parler de façon plus générale sur l'article. Donc là, Hubert Villefranc parle de la consommation de façon générale. Cet article 1, en fait, c'est un article concernant les affichages et les informations qu'on peut donner aux informateurs quant aux caractéristiques en fait environnementales d'un bien ou d'un service aussi. C'est un article qui vise à informer le consommateur. C'était déjà prévu en fait, déjà des choses qui sont prévues par des circulaires. On se demande pourquoi c'est dans la loi après.
pourquoi pas le dire, hein, c'est toujours mieux. Mais c'est un sujet très intéressant de toute façon. Hein, moi, je pense que la responsabilité citoyenne est très importante et que pour être responsable, il faut être informé. Et pour être informé, il faut qu'on nous dise hein, ce qu'on consomme aussi. Moi, je trouve que nous dire le bilan carbone qu'on a à consommer quoi que ce soit un service, un bien ou un achat, c'est toujours important et on se rend mieux compte de l'impact qu'on peut avoir. Tout au long des débats, et je profitais là de cette première thématique pour vous le rappeler. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur général. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Juste rappeler, moi aussi, avant d'attaquer dans l'intégralité des articles, parce que pendant la discussion générale, nous avons été très critiqués sur le fait que nous ne prenions pas les 146 propositions de la Convention citoyenne. Je voudrais quand même y revenir 149, moins 3, qui étaient les jokers du président de la République, il en restait 146. On sait très bien. J'ai une question sur. 146, il y en a un certain nombre qui sont d'ordre. C'est le rapporteur qui répond là, excusez-moi, mais j'ai une question sur la discussion, sur le chat, sur la non-recevabilité des amendements et est-ce qu'on peut faire un recours? Oui, on peut faire un recours si on pense qu'un amendement a été dit irrecevable, on peut faire un recours au Conseil constitutionnel, en fait, et c'est tout à fait possible de le faire. 24. Et puis il y en a une vingtaine qui sont déjà réglés, qui ont déjà été votés dans d'autres lois et qui sont en cours d'application. Il en reste 46. 46 qui sont dans cette loi. Et le paradoxe, chers collègues, qui nous avait reproché depuis hier de ne pas avoir repris toutes les propositions de la Convention citoyenne, c'est que vous avez voté hier pour la motion de rejet. C'est-à-dire que vous avez voté contre ces 46 propositions de la Convention citoyenne. Si, vous avez voté contre. Si nous avions pris votre motion de rejet, nous n'aurions pris aucune des 46 propositions de la Convention citoyenne. Et dans cette Convention citoyenne... Madame Fiat. Et c'est vrai que ces 46 propositions, et nous avons 3 semaines pour en parler en détail, certaines ont été reprises. C'est intéressant, c'est les questions législatives. Les procédures accélérées, donc il n'y a pas qu'une seule lecture par chambre, il y a 2 lectures quand même. Hein. Il y a une lecture à l'Assemblée nationale, une lecture au Sénat. S'il n'y a pas accord entre le sénateur et les députés, il y a une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, une nouvelle lecture au Sénat, et après encore la lecture définitive à l'Assemblée nationale. Voilà. Et la différence avec une lecture non accélérée, ça, je vais demander à mon collaborateur parce qu'il faut qu'il me redise les choses. Madame la rapporteure. Un mot, merci Monsieur le Président. Un mot rapide pour défendre évidemment l'article 1er, m'exprimer contre les amendements de suppression. Madame Rioton l'a dit, c'est un long chemin qui a été parcouru pour permettre que l'affichage environnemental puisse entrer en vigueur. On ouvre voie à des expérimentations. Nous avons aussi en commission largement conforté cet article. Nous l'avons conforté aussi en matière agricole. On y reviendra, permettant de prendre en compte les externalités du monde agricole. Je crois que cela permet enfin d'ouvrir la voie à cet affichage environnemental. Nous devrons aller plus loin ici aussi en séance publique. Vous l'avez évoqué, Monsieur Potier, notamment pour le secteur du textile. Mais pour cela, il faut qu'on puisse débattre évidemment de cet article 1er. Donc avis défavorable. Madame la ministre. Oui, sans surprise, hein, Monsieur le Président, ce sera un avis défavorable pour ces amendements de suppression. Vous voulez supprimer l'article qui vise à répondre à la demande de la Convention citoyenne pour le climat de rendre obligatoire le dispositif d'affichage environnemental, un dispositif d'affichage qui va permettre d'informer le consommateur. Le consommateur saura si le produit qu'il achète est bon ou mauvais pour l'environnement. Ça va permettre aussi de structurer les entreprises afin d'améliorer leurs pratiques, etc. Franchement... oui, je suis très défavorable au fait qu'on ne le fasse pas. Merci. Monsieur Viala. Madame la ministre, l'amendement de suppression du collègue Le Fur n'a pas été défendu. Simplement, je voudrais préciser face à votre réponse qu'il n'a pas été explicité, qu'il ne s'agissait pas de supprimer complètement le dispositif. Il s'agit de supprimer un dispositif qui est mauvais parce qu'il n'est pas suffisamment précis et qu'il aura des effets désastreux parce qu'il va contraindre
certains consommateurs à ne pas consommer ce qu'ils devraient consommer et au contraire les encourager à consommer des choses qu'ils ne devraient pas consommer parce qu'elles ne sont pas vertueuses. Merci, Monsieur Viala. Alors, je vais mettre aux voix ces amendements de suppression. Le 662 est identique. Avis défavorable de Madame la Ministre et de Madame la Rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 665 est-il défendu, Monsieur Descoeur? Oui, très rapidement, c'est un amendement de notre collègue Fabrice Brun qui propose d'établir une trajectoire différenciée en termes de délai de mise en œuvre entre les biens ou services en dehors du secteur agroalimentaire d'une part et les produits relevant de ce secteur agroalimentaire. Merci, Madame la Rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. Votre amendement, il n'a pas que cet effet-là. Il revient sur un certain nombre des dispositions que nous avons ajoutées en commission. Par exemple, nous avions ajouté la prise en compte de la biodiversité, la prise en compte des ressources naturelles. Nous allons aller d'ailleurs plus loin sur la question de la mention explicite de l'eau, dans un amendement que nous étudierons tout à l'heure. Et donc, je crois qu'au-delà des effets sur des expérimentations qui pourraient être plus ou moins longues de 2 à 5 ans, il a aussi d'autres effets qui annuleraient un certain nombre d'éléments que nous avions pourtant adoptés à l'unanimité en commission. Donc, avis défavorable. Madame la Ministre. Il y a une question sur le choix des rapporteurs. Et effectivement, les rapporteurs en général d'un texte gouvernemental, d'un projet de loi, sont des députés qui sont plutôt conciliants, d'accord avec le gouvernement. Des fois, ils essayent de changer le texte, on peut dire, dans le sens qui les intéresse, mais en général, le rapporteur défend, bien entendu, le gouvernement quand il s'agit d'un projet de loi donc, qui est issu du gouvernement. Et donc, ils seront toujours très contents de leur texte. Voilà. Je pense qu'on peut préciser que ça, en général, ça se passe donc dans le groupe majoritaire, qu'il y a évidemment des différents candidats et que c'est au final la présidence du groupe majoritaire qui décide effectivement qui va faire un choix. Il y a plein de critères pour choisir, mais qui n'a pas eu de rapport depuis longtemps, ce genre de choses. Mais le plus important, c'est évidemment celle ou celui qui seront le plus conciliants. C'est une question intéressante parce qu'en fait, il y a dans le groupe LAREM des députés qui étaient des références sur les questions, sur la question climatique, sur les questions environnementales, et qui avaient évidemment été candidats pour être rapporteurs et qui n'ont pas été choisis. On ne peut pas dire qu'Aurore Berger, qui n'est pas à la commission développement durable, par exemple, qui est candidate en général pour plein de choses, ce n'était pas la première à. Oui, non, je crois qu'on te coupe la parole, c'est ça, Hubert. En tout cas, on ne t'entend plus, Hubert. On va lancer, on ne t'entend plus. Oui, non, j'ai un appel Skype. Donc, effectivement, et il y a des députés qui sont des références à la REM sur ces sujets et qui n'ont pas été choisis pour être rapporteurs. Quoi. Voilà. Parce qu'on pouvait penser qu'ils n'allaient peut-être pas être assez conciliants avec la ministre. Donc la séance, vous avez vu, est suspendue. On fait une pause pour dîner. On reprend, nous, le Twitch à 21h. Je crois qu'il y a des grands débats sur la procédure parlementaire avec l'irrecevabilité des amendements. Je crois que c'est animé par Paula Forteza. Un gros sujet qui vous a passionné encore hier et aujourd'hui sur pourquoi les amendements sont irrecevables alors qu'ils ont un lien avec le texte ou pas. Voilà. Et c'est très, très intéressant si vous êtes… j'ai vu toutes les questions que vous avez eues et vous êtes posées sur le sujet. Donc voilà, on va terminer là pour cette séance et on reprend à 21h. Je vous remercie pour toutes vos questions. Puis voilà, n'hésitez pas à revenir et puis à partager même vos impressions sur Twitter et à faire venir de plus en plus de monde pour effectivement faire bouger les lignes. Voilà. Merci à vous et puis bon appétit pour ceux qui mangent. Et puis bon jogging pour ceux qui courent et qui ont le droit. Voilà. Salut à tous. À bientôt. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? 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 Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre. Sans filtre. Soit au gouvernement pour ce qui relève du domaine réglementaire, soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement ou directement au peuple français. Sans filtre. Ce sans filtre, c'est vraiment l'idée que on va au bout de chaque proposition que vous avez faite. Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi? Sans filtre. Sans filtre. Le sans filtre, c'est quoi?